En 1982, un homme appelé Elliot se fait opérer d'une tumeur au cerveau. L'opération est un succès. La tumeur est retirée, Elliot survit. Sur le papier, tout va bien. Son QI est intact, sa mémoire fonctionne parfaitement, son langage, sa logique, ses capacités de raisonnement impeccables. Mais quelque chose a changé. Elliot ne ressent plus rien. Pas de joie, pas de tristesse, pas de peur, pas de colère, rien. Un vide émotionnel total. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Quelque chose que personne n'avait prévu. Elliot devient incapable de prendre la moindre décision. Choisir une date de rendez-vous chez le médecin, 30 minutes de délibération. Choisir quel stylo utiliser pour remplir un formulaire, une épreuve insurmontable. Son neurologue, Antonio Damasio, raconte: il était devenu un spectateur désengagé de sa propre vie. Je n'ai jamais vu la moindre trace d'émotion dans mes heures de conversation avec lui. Pas de tristesse, pas d'impatience, pas de frustration. Il était toujours contrôlé. Fin de citation. Contrôler, voilà le mot. Elliot était le rêve de tous ceux qui veulent maîtriser leurs émotions. Zéro réaction émotionnelle, zéro impulsivité, zéro débordement. Et sa vie s'est effondrée. 2 divorces, viré de tous ses emplois, faillite financière, arnaqué par des escrocs, incapable de maintenir la moindre relation. Pas parce qu'il était devenu stupide, son intelligence était intacte, mais parce que, sans émotion, il ne pouvait plus attribuer de la valeur aux choses. Il ne pouvait plus sentir qu'une option était meilleure qu'une autre. Il ne pouvait plus décider. Damasio a étudié 12 patients similaires. Chez chacun d'entre eux, la même association: absence d'émotion et incapacité à prendre des décisions. Sa conclusion a révolutionné les neurosciences. Les émotions ne sont pas l'ennemi de la raison. Elles en sont le carburant. Bienvenue dans Winterbloom. Aujourd'hui, on va parler de ce que cette histoire signifie pour vous. Pour vous peut-être qui passez votre vie à essayer de contrôler vos émotions, à les contenir, à les faire taire. Spoiler, vous faites exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Le mensonge qu'on vous a vendu, on vous a toujours dit qu'il fallait gérer vos émotions. Gérer. Comme on gère un budget, comme on gère une équipe, comme on gère un problème. Les émotions seraient donc un problème à résoudre, un bug à corriger, un défaut à compenser. On vous a dit qu'un adulte responsable maîtrise ses émotions, qu'il les tient à distance, qu'il ne se laisse pas submerger, comme si vos émotions étaient une inondation, une catastrophe naturelle, quelque chose contre quoi il faut construire des digues. On vous a dit que les émotions fortes sont un signe de faiblesse, que pleurer, c'est craquer, que s'énerver, c'est perdre le contrôle, qu'avoir peur, c'est être lâche. Alors bien évidemment, vous avez appris à serrer les dents, à ravaler vos larmes, à étouffer votre colère, à ignorer votre anxiété. Vous avez appris à vous couper de vous-même, à traiter vos émotions comme des ennemis intérieurs, des traîtres à neutraliser. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes épuisé, pourquoi vous explosez parfois sans raison apparente, pourquoi vous vous sentez vide, déconnecté, perdu. Parce que vous êtes en guerre contre votre système de navigation. Les émotions ne sont pas le bruit, elles sont le signal. Imaginez que vous conduisez une voiture. Le voyant d'huile s'allume. Qu'est-ce que vous faites? L'option A, vous mettez un autocollant sur le voyant et vous ne voyez plus rien. Problème réglé. Option B, vous vous arrêtez et vous vérifiez le niveau d'huile. Évidemment, tout le monde va choisir l'option B. Parce qu'on comprend que le voyant n'est pas le problème. Le voyant est un messager. Il vous informe qu'il y a quelque chose à vérifier. Mais avec vos émotions, vous faites l'option A, tous les jours. L'anxiété s'allume, vous mettez un autocollant, vous l'ignorez. Vous vous distrayez, vous vous dites que c'est irrationnel. Si c'est le voyant de la colère, vous la ravalez. Vous vous mordez la langue, vous vous traitez d'impulsif. Et si c'est la tristesse qui s'allume, vous vous secouez. Vous vous dites que vous n'avez pas le droit de vous plaindre.
vous passez à autre chose. Vous mettez des autocollants partout sur votre tableau de bord intérieur et vous vous étonnez quand le moteur explose. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 2012, un cadre de 45 ans, qu'on va appeler Marc, consulte un cardiologue. Il ressent des douleurs thoraciques récurrentes. Ça le réveille la nuit, ça le prend au bureau, ça l'inquiète. Le médecin fait tous les examens. Électrocardiogramme, test d'effort, échographie cardiaque, scanner des artères coronaires, bref, rien du tout. Le cœur est parfait, les artères impeccables, aucune anomalie à l'horizon. Le cardiologue lui pose alors une question. Vous êtes stressé en ce moment ? Marc répond, non, pas du tout, je gère très bien. 6 mois plus tard, Marc fait un burn-out sévère. Hospitalisé, incapable de se lever pendant 3 semaines. Arrêt de travail pendant 8 mois. Et là, on comprend que ces douleurs thoraciques, c'était son corps qui hurlait ce que sa tête refusait d'entendre. Il avait mis tellement d'autocollants sur son tableau de bord qu'il n'a pas vu le moteur fondre. Avec sa tête, on peut tricher ses émotions. Mais le corps, lui, impossible. Vos émotions ne sont pas le bruit. Elles sont le signal. La peur vous dit qu'il y a peut-être un danger, qu'il faut évaluer la situation. Tandis que la colère vous dit qu'une de tes limites a été franchie, que quelque chose d'important pour toi a été menacé. La tristesse vous dit que vous avez perdu quelque chose qui comptait, qu'il y a un deuil à faire. La joie vous informe que ce qui vient de se passer est totalement aligné avec vos valeurs, qu'il faut continuer comme ça. Tandis que l'anxiété va vous dire qu'il y a une incertitude qui n'a pas été traitée, que quelque chose reste en suspense et qu'il va falloir s'y pencher. Chaque émotion est une information, un message, une donnée précieuse sur votre état intérieur et votre relation au monde. Le problème, ce n'est pas le messager, ça n'a jamais été le messager. Le problème, c'est qu'on tire sur le messager. Des chercheurs ont fait une expérience simple. Ils ont pris 2 groupes de personnes anxieuses et dépressives. Ils leur ont montré un film émotionnellement intense. Au premier groupe, ils ont donné une consigne. Supprimez vos émotions, ne laissez rien paraître, contrôlez-vous. Au deuxième groupe, ils ont donné une consigne différente. Acceptez vos émotions. Accueillez ce qui vient sans essayer de le changer. Pendant le film, les 2 groupes ont ressenti le même niveau de détresse subjective. C'est normal, le film était dur pour tout le monde. Mais après le film, quelque chose de fascinant s'est produit. Le groupe à qui on a demandé de supprimer leurs émotions, leur rythme cardiaque avait augmenté. Leur corps était en état d'alerte et leur affect négatif persistait après. Tandis que le groupe à qui on a demandé d'accepter leurs émotions, leur rythme cardiaque avait diminué. Leur corps s'était apaisé et leur affect négatif s'était dissipé plus vite que pour l'autre groupe. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que la suppression émotionnelle ne supprime rien du tout. Elle enfonce l'émotion plus profondément dans le corps. Et le corps, lui, il paie la facture. D'autres études ont montré que les personnes qui répriment habituellement leurs émotions ont plus d'anxiété, plus de dépression et des relations sociales moins satisfaisantes et même un système immunitaire affaibli. Parce que la suppression coûte de l'énergie. Beaucoup d'énergie même. C'est comme tenir un ballon sous l'eau. Ça demande un effort constant. Et dès que vous relâchez la pression, le ballon remonte à la surface avec une force proportionnelle à celle que vous avez mise pour le maintenir sous l'eau. Vous connaissez certainement ces moments où vous explosez pour un truc insignifiant, où vous vous énervez pour une broutille, ou même vous fondez en larmes pour un rien. Eh bien, c'est tout simplement le ballon qui remonte. Des heures entières sur une journée à supprimer ses émotions, en se disant que ça va aller, qu'on va accepter, ce sont des heures et des heures de suppression qui trouvent enfin une sortie. Vous ne supprimez pas vos émotions, vous les mettez en prison. Et les prisonniers finissent toujours par se révolter. Et le problème, en fait, il commence avec le vocabulaire. Gérer ses émotions, contrôler ses émotions, maîtriser ses émotions. Gérer, contrôler, maîtriser. Ces mots impliquent que vous êtes séparé de vos émotions. Qu'il y a vous d'un côté et elles de l'autre. Que vous devez les dominer, les soumettre, les dompter. C'est un peu une vision de guerre si on réfléchit. Une vision de conflit. Une vision où vous êtes l'ennemi de vous-même.
Mais vos émotions ne sont pas séparées de vous. Vos émotions, c'est vous. C'est votre corps qui parle. C'est votre vécu qui s'exprime. C'est votre être profond qui communique. Demander à quelqu'un de contrôler ses émotions, c'est comme demander à quelqu'un de contrôler ses battements de cœur. Vous pouvez les influencer un peu, mais vous ne pouvez pas les commander. Et si vous essayez de les commander, vous créez une tension, un conflit intérieur, une guerre civile permanente. La vraie question n'est pas comment je contrôle mes émotions. La vraie question est comment j'écoute mes émotions. Accueillir une émotion, ce n'est pas la laisser vous submerger. Ce n'est pas lui donner carte blanche. Ce n'est pas agir sur chaque impulsion. Non, non. Accueillir une émotion, c'est d'abord la reconnaître. Tiens, je ressens de la colère. Pas je suis en colère. Pas j'ai un problème de colère. Juste, je ressens de la colère. Et mine de rien, cette nuance, elle est énorme. Vous devenez l'émotion. Alors que je ressens de la colère, ça crée un espace. Vous observez l'émotion, vous n'êtes pas l'émotion. Ensuite, accueillir une émotion, c'est aussi la localiser dans le corps. Où est-ce que tu la sens, cette colère? Dans la mâchoire qui se serre? Dans les poings qui se crispent? Dans la chaleur qui monte à la poitrine? Les émotions ne sont pas que dans la tête. Elles sont incarnées. C'est physique. Vous pouvez les localiser. Ensuite, accueillir une émotion, c'est lui laisser de l'espace. Sans essayer de la changer. Sans essayer de la faire partir. Juste la laisser être là, le temps qu'elle a besoin d'être là. Les émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles atteignent un pic, puis elles redescendent naturellement si vous les laissez faire. Une émotion non réprimée dure en moyenne 90 secondes. 90 secondes. C'est 1 minute et demie, c'est rien du tout. Parce que ce qui dure des heures, des jours, des semaines, ce n'est pas l'émotion elle-même. C'est la résistance à l'émotion. C'est la lutte contre l'émotion. C'est l'émotion emprisonnée qui cherche à sortir. Et donc vous n'avez pas un problème d'émotion. Vous avez un problème de résistance. Christine Neff, psychologue à l'Université de Texas, a passé 20 ans à étudier quelque chose de révolutionnaire, l'autocompassion. L'idée est toute simple. Et si vous vous traitiez vous-même comme vous traiteriez un ami proche qui souffre? Ce qui est fascinant avec Christine Neff, c'est comment elle est arrivée à ce sujet. En 2007, son fils Rowan est diagnostiqué autiste. C'est un choc. Elle décrit cette période comme la plus difficile de sa vie. La culpabilité, l'incompréhension, le désespoir, les nuits à pleurer. Et c'est là qu'elle a vraiment compris. Pas intellectuellement, mais viscéralement, ce que signifiait l'autocompassion. Elle raconte, je cite, « J'ai dû apprendre à me parler comme je parlerais à ma meilleure amie qui traverse l'enfer. Pas parce que c'était gentil, mais parce que c'était la seule façon de survivre. La seule façon de survivre. » Aujourd'hui, Rowan va mieux. Et Christine dit que cette épreuve lui a appris plus sur l'autocompassion que 20 ans de recherche. L'autocompassion n'est pas un luxe pour les jours faciles. C'est un outil de survie pour les jours impossibles. Quand votre ami traverse un moment difficile, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui dites d'arrêter de pleurer, qu'il est ridicule? Non. Est-ce que vous lui dites que c'est de sa faute, qu'il avait qu'à faire attention? Non. Est-ce que vous lui dites que les autres ont des vrais problèmes et que lui, il se plaint pour rien? Non. Vous l'écoutez. Vous reconnaissez sa souffrance. Vous vous mettez à sa place. Vous êtes doux avec lui. Vous lui rappelez qu'il n'est pas seul. Mais alors, quand c'est vous qui souffrez, vous vous parlez comme à votre pire ennemi. T'es nul, t'aurais dû savoir, arrête de te plaindre, les autres y arrivent, pourquoi pas toi? Bref, vous l'avez compris, l'autocompassion, c'est retourner cette douceur vers vous-même. C'est devenir votre propre allié plutôt que votre propre bourreau. Neff identifie 3 composantes de l'autocompassion. Premièrement, la bienveillance envers soi. Au lieu de vous juger durement, vous vous parlez avec gentillesse. Au lieu de vous critiquer, vous vous soutenez. Deuxièmement, l'humanité partagée.
Au lieu de vous sentir isolé dans votre souffrance, vous vous rappelez que c'est humain, que tout le monde traverse des moments difficiles, que vous n'êtes pas anormal d'avoir mal, que cette souffrance, vous pouvez la partager avec l'humanité entière, qui peut, elle, tout autant, ressentir les mêmes choses. Troisièmement, la pleine conscience. Au lieu de vous identifier complètement à votre douleur ou de la nier, vous la reconnaissez. Vous la voyez pour ce qu'elle est, une expérience temporaire, mais pas votre identité. C'est un travail que réalisent beaucoup les psychologues. Les recherches de Christine Neff montrent que les personnes auto-compassionnées ont moins d'anxiété, moins de dépression, plus de résilience face aux échecs et de meilleures relations. Et paradoxalement, plus de motivation à s'améliorer. Paradoxalement, parce qu'on croit souvent que l'autocritique nous pousse à faire mieux, que si on est dur avec soi-même, on va se dépasser. C'est faux. L'autocritique active le système de menace dans le cerveau. Elle augmente le cortisol, elle paralyse en fait, elle fait peur. Tandis que l'autocompassion active le système d'apaisement. Elle libère de l'ocytocine, elle sécurise, elle donne le courage d'essayer. Vous n'avez pas besoin d'un tyran intérieur, vous avez besoin d'un allié. Si vous voulez que votre enfant fasse quelque chose de courageux, vous l'accompagnez. Vous ne le laissez pas se débrouiller par lui-même. Vous lui montrez que vous êtes là pour votre enfant. On le fait automatiquement. Mais quand il s'agit de soi, c'est pas la même chose. Et souvent, on pense que accepter ses émotions, c'est se résigner. C'est la plus grande confusion. Accueillir ses émotions, ce n'est pas accepter la situation qui les a causées. Vous pouvez d'un côté accueillir votre colère face à une injustice et agir pour changer cette injustice. Vous pouvez accueillir votre tristesse face à une perte et reconstruire votre vie. Vous pouvez également accueillir votre peur face à un défi et le relever quand même. L'accueil émotionnel n'est pas passif, il est préparatoire. Quand vous accueillez une émotion, vous récupérez l'information qu'elle contient. Vous pouvez alors agir de façon éclairée, pas réactive. Quand vous supprimez une émotion, vous agissez à l'aveugle ou vous n'agissez pas du tout, paralysé par un malaise dont vous ne comprenez même pas la source. Vous savez qu'il y a un malaise ou quelque chose de challengeant pour vous. Une émotion qui, par exemple, vous dit « ce travail n'est pas fait pour toi ». Et c'est là où tous les épisodes précédents prennent du sens également. C'est que la peur du changement, la peur de l'inconnu, la préférence pour le statu quo, pour les choses que l'on connaît déjà, même si c'est inconfortable, vont faire en sorte d'accélérer cet emprisonnement de nos émotions. Si le travail n'est pas fait pour moi, je vais réprimer cette émotion pour ne pas avoir à agir, pour ne pas avoir à entamer des démarches pour aller vers quelque chose qui me drive vraiment, parce que c'est plus risqué, parce qu'il y a de l'incertitude. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous pouvez l'appliquer à tous les autres, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Quand c'est pour réussir un projet professionnel, peu importe. Ce sont tout le temps les mêmes mécanismes qui reviennent et reviennent. Des mécanismes de défense qui nous ont été inculqués depuis notre enfance. Parce que vos parents ont connu les mêmes choses. Parce que vos parents, votre entourage et les générations précédentes ont subi les mêmes choses que vous actuellement. C'est un système qui est transmis de génération en génération. Un fonctionnement naturel qui au final ne l'est pas du tout. Parce qu'il a toujours fallu se conformer à des règles, à des normes. Et donc pour beaucoup, les émotions, on ne les exprime pas. Les émotions, on les cache. Et d'ailleurs, la colère que vous allez accueillir, peut-être qu'elle va vous dire que cette limite est importante pour toi, qu'il faut la protéger. Vous pouvez alors choisir comment la protéger, de façon réfléchie. Alors que la colère supprimée peut exploser 3 semaines plus tard sur quelqu'un qui n'y est pour rien. Ou alors se retourner contre vous sous forme de dépression. Accueillir, ce n'est pas subir, c'est écouter avant d'agir. On parle d'émotions positives et négatives. Joie positive, tristesse négative, amour positif, peur négative. Cette classification des émotions est un piège.
Parce qu'elle implique que certaines émotions sont bonnes et d'autres mauvaises, qu'il faut cultiver les premières et éliminer les secondes. Mais une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, elle est informative. La peur qui vous empêche de traverser sans regarder n'est pas négative, elle vous sauve la vie. La tristesse qui vous fait pleurer un proche décédé, elle n'est pas négative, elle vous permet de faire votre deuil. Elle vous informe à quel point cette personne était importante pour vous. Il n'y a rien de mal à ça. La colère face à une manipulation n'est pas négative, elle vous protège de l'exploitation. Ce qui peut être problématique, c'est une émotion disproportionnée par rapport à la situation, ou chronique sans raison identifiable, ou qui vous pousse à des comportements destructeurs. Mais ça, ce n'est pas de la faute de l'émotion. C'est le signe que quelque chose de plus profond demande de l'attention. Souvent, c'est justement le signe de décennies de suppression émotionnelle qui ont déréglé les systèmes. Il n'y a pas d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions non écoutées. Voilà quelque chose que personne ne vous dit. Les gens qui se coupent de leurs émotions négatives se coupent aussi de leurs émotions positives. Le système émotionnel n'a pas de filtre sélectif. Vous ne pouvez pas anesthésier la tristesse et garder la joie intacte. Vous ne pouvez pas bloquer la peur et conserver l'enthousiasme. Quand vous étouffez tout. Prenons un exemple. Une femme de 52 ans vient voir un thérapeute. Sa plainte, je cite, « Je ne ressens plus rien, ni joie ni tristesse, je me sens plate. » Fin de citation. Elle a une vie parfaite. Mariage stable, enfants qui réussissent, carrière accomplie, maison confortable, pas de problème d'argent, bref, on se demande ce qui cloche. Le thérapeute lui demande alors, « Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ?» Elle réfléchit longtemps, et là elle dit qu'elle ne sait pas, peut-être à l'enterrement de sa mère, il y a 8 ans. 8 ans sans larmes. Mais aussi 8 ans sans rire vraiment, sans vibrer, sans se sentir vivante. Elle avait tellement bien fermé le robinet de la douleur qu'elle avait aussi fermé celui de la joie. Le même robinet, le même système. Qui fuit la tristesse, fuit aussi la joie. Vous connaissez certainement ces gens qui sont stables mais jamais vraiment heureux. Ces gens qui ne s'effondrent jamais mais ne rayonnent jamais non plus. Ces gens qui survivent mais ne vivent pas vraiment. Souvent, ce sont des champions de la suppression émotionnelle. Ils ont tellement bien appris à se couper de leur douleur qu'ils se sont coupés de leur vitalité. La capacité à ressentir la joie est proportionnelle à la capacité à ressentir la tristesse. Si vous voulez vibrer de bonheur, vous devez accepter de trembler de peur parfois. Si vous voulez connaître l'extase, vous devez accepter de connaître la désolation. Ça, c'est le prix de l'intensité. C'est le prix d'être vivant. Réapprendre à ressentir. Si vous avez passé des années à vous couper de vos émotions, les retrouver peut être déstabilisant. C'est comme quelqu'un qui a vécu dans le noir et qu'on expose soudain à la lumière. Ça fait mal au début. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. Les yeux doivent se réhabituer. Votre système émotionnel doit se réhabituer. Alors, il faut commencer petit. Le premier exercice, c'est le scan émotionnel. Vous vous arrêtez et vous vous posez la question, qu'est-ce que je ressens là maintenant ? Pas ce que vous devriez ressentir, pas ce qu'il serait raisonnable de ressentir, ce que vous ressentez réellement. Au début, vous aurez peut-être du mal à identifier. Je sais pas, je ressens rien. Alors ça c'est normal. Des années de déconnexion ne se réparent pas en un jour. Alors essayez de persister et avec le temps, les sensations vont devenir plus claires. L'exercice numéro 2, c'est de nommer pour apprivoiser. Une fois que vous avez identifié une émotion, il faut la nommer. Pas juste je me sens mal, il faut être précis. Je ressens de la frustration, je ressens de l'appréhension, je ressens de la mélancolie. D'ailleurs, les études montrent que le simple fait de nommer une émotion réduit son intensité dans l'amygdale. Mettre des mots sur le ressenti active le cortex préfrontal et calme les zones réactives du cerveau. Donc, nommer, c'est déjà régulé. L'exercice numéro 3, c'est la main sur le cœur. Quand vous traversez un moment difficile, posez votre main sur votre poitrine. Sentez la chaleur, sentez votre propre présence. Et à ce moment-là, parlez-vous comme à un ami.
C'est dur ce que tu traverses, c'est normal que ça fasse mal, tout va bien. Ça peut sembler ridicule, mais essayez quand même. Le contact physique, même avec vous-même, libère de l'ocytocine et active le système d'apaisement. C'est pour ça que l'automassage est une technique intéressante anti-stress. Enfin, le dernier exercice, c'est l'émotion dans le corps. Quand une émotion est présente, demandez-vous, où est-elle dans mon corps? L'anxiété, souvent dans la poitrine ou l'estomac. La colère, souvent dans la mâchoire et les épaules. La tristesse, c'est souvent comme un poids sur le cœur. Localisez, puis respirez vers cet endroit. Pas pour chasser la sensation, mais pour lui faire de la place. Chaque émotion a un besoin sous-jacent. Si vous comprenez le besoin, vous pouvez y répondre de façon adaptée. La peur demande de la sécurité. Soit vous sécurisez la situation, soit vous sécurisez votre rapport à la situation. La colère demande le respect de vos limites. Elle vous invite à affirmer ce qui est important pour vous. La tristesse demande du temps et de l'espace pour le deuil. Elle vous invite à honorer ce que vous avez perdu. La joie demande d'être savourée. Elle vous invite à vous arrêter et à apprécier ce qui va bien. L'anxiété, quant à elle, demande de la clarté. Elle vous invite à identifier ce qui est incertain et à décider ce que vous pouvez contrôler ou pas. Quand vous comprenez ce que l'émotion demande, vous pouvez répondre intelligemment. Pas réagir aveuglément, répondre. Damasio a compris quelque chose de fondamental avec son patient Elliot. Les émotions ne sont pas un obstacle à la prise de décision. Elles en sont la condition. Pourquoi? Parce que décider, c'est préférer. Et préférer, c'est ressentir qu'une option vaut plus qu'une autre. Sans ce ressenti de valeur, toutes les options se valent. Et quand tout se vaut, on ne peut plus choisir. Vos émotions sont votre boussole intérieure. Elles vous orientent vers ce qui compte pour vous. Elles vous éloignent de ce qui vous nuit. Quand vous vous coupez de vos émotions, vous perdez le nord. Vous pouvez toujours raisonner, analyser, calculer. Mais vous ne savez plus où aller. Ces gens qui réussissent, selon tous les critères objectifs mais se sentent vides, qui ont la vie parfaite sur le papier mais l'âme en jachère, souvent, ce sont des gens qui ont laissé la raison décider à la place des émotions, qui ont fait ce qu'il fallait faire plutôt que ce qui leur parlait vraiment. Il faut retenir que vos émotions savent des choses que votre tête ne sait pas. Alors cette semaine, je vous propose un cessez-le-feu. Arrêtez de vous battre contre vous-même. Arrêtez d'essayer de contrôler vos émotions. Arrêtez de les traiter comme des ennemis. À chaque fois qu'une émotion se manifeste, prenez 3 secondes, respirez. Et dites-vous mentalement, cette émotion est là pour une raison. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Vous n'avez pas besoin de comprendre la raison tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'agir tout de suite, mais de l'accueillir. Observez ce qui se passe. Observez si l'émotion passe plus vite que d'habitude. Observez si vous vous sentez moins en lutte. Observez si quelque chose se défend en vous. Et si une émotion est trop intense, si elle vous submerge vraiment, souvenez-vous, vous n'êtes pas l'émotion. Vous êtes la personne qui observe l'émotion. Elle traverse votre ciel comme un nuage, mais elle n'est pas le ciel. Votre hiver intérieur n'est pas causé par vos émotions. Il est causé par la guerre que vous leur faites. C'est l'énergie dépensée à réprimer. C'est la tension à maintenir les digues. C'est l'épuisement de se battre contre soi-même jour après jour. Le printemps ne viendra pas quand vous aurez enfin maîtrisé vos émotions. Il viendra quand vous cesserez d'essayer de les maîtriser. Quand vous les écouterez plutôt que de les faire taire. Quand vous les accueillerez plutôt que de les combattre. Quand vous les traverserez plutôt que de les contourner. La semaine prochaine, on parlera de la pensée positive, ou plutôt de ses limites. Parce que pense positif et tout ira bien, c'est peut-être le pire conseil qu'on vous ait jamais donné. Et la science a des choses surprenantes à dire là-dessus.
D'ici là, soyez doux avec vous-même, vraiment. Pas comme un slogan qu'on répète sans y croire, comme une pratique, comme un choix, comme un acte révolutionnaire dans un monde qui vous demande d'être toujours plus dur, plus fort, plus contrôlé. Parce que le contrôle, c'est l'illusion, et la douceur, c'est la force. C'était Winterbloom. Rappelez-vous, vouloir supprimer votre anxiété, c'est comme vouloir supprimer votre détecteur de fumée parce qu'il fait du bruit. Le problème, c'est pas l'alarme, c'est ce qui déclenche l'alarme.